L'espace est d'abord un objet intellectuel. Il est d'abord une perception humaine. C'est celle qui, je ne sais quand, a d'abord conduit à regarder les étoiles, à observer leur apparition dans tel ou tel secteur du ciel correspondant à la nécessité de semer, de cultiver, de récolter, tant et si bien que c'est dans cette astronomie spontanée du rêveur la nuit qu'en sont nées les mathématiques, la pratique agricole rationnelle, etc., etc., et évidemment les mythes, la capacité d'invention, car même l'ignorance remplit une fonction darwinienne, celle de stimuler notre esprit à trouver des explications. Alors, l'explication, vous la connaissez d'avance, à la présence des Toulousains, députés insoumis, parce que ça se passe chez eux, et qu'on ne peut pas dissocier cette région des questions de l'espace. C'est donc Anne Simba qui est ici avec nous, Adrien Clouet, dont le domaine d'habitude, en dehors de sa circonscription, est plutôt le social, Christophe Bex, et évidemment François Piquemal, que j'ai cité tout à l'heure. Je remercie les députés toulousains insoumis de s'être associés de cette manière à l'activité de ce moment précis de l'Institut. Il y a aussi avec nous Sylvie Ferrer, et puis il y a aussi Emma Fourreau, qui elle est députée européenne. Voilà donc un signal d'intérêt pour ceux d'entre vous qui se poseraient des questions à ce sujet. L'espace n'est pas encore étranger pour un insoumis. Nous savons que c'est de ce côté-là que l'humanité est en train de se projeter. Il y a pour nous un jour de commencement. Alors forcément c'est le mien, puisque c'est moi qui mets en mots politiquement et qui joue le rôle du chaman des Rouges à chaque fois qu'il faut aborder un territoire nouveau. Mais Saint-Martin m'avait pas attendu pour y penser, ni les autres. Lui est sociologue de ces questions-là. Moi, je suis seulement quelqu'un qui aime la science-fiction et qui ensuite, étant devenu un leader politique, a compris qu'il fallait aller trouver dans la littérature quelques-unes des projections essentielles auxquelles il faut penser pour penser le futur de l'humanité. Je vais tâcher d'être bref, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes, mais il y a donc un jour qui le commence. Ce jour, c'est le 5 février 2017, où nous faisons un meeting sur un sujet qui est censé n'intéresser personne, parce qu'il va être question du numérique, de la mer et de l'espace. Il avait fallu convaincre le comité d'organisation de la campagne présidentielle que tout ça faisait un sujet. Alors on lui avait mis un titre, Les nouvelles frontières de l'humanité, qui ensuite ne nous a plus quittés, et nous avons traité des nouvelles frontières de l'humanité dans nombre de nos activités. Je pense notamment à ce mois de janvier, le meeting immersif que nous avions fait pour démarrer la campagne de 2022, en janvier 2022. Et là, il y avait Bastien Lachaud et moi-même qui, pour essayer d'intéresser les autres en disant mais comment on va pouvoir capter l'attention, on a eu l'idée d'aller trouver dans un roman de science-fiction l'histoire d'un personnage, Harry Seldon, qui est dans le cycle de fondation d'Asimov, pour ceux qui ici aiment la science-fiction, et je sais qu'il y en aura beaucoup dans cette salle. Eh bien, il y a Harry Seldon et il y a l'hologramme. Nous avons donc mis en scène pour la première fois l'hologramme. C'était une première mondiale. On m'avait dit c'est impossible, sinon dans une cage verte. Je ne sais pas parler dans une cage verte. On l'a donc fait. L'hologramme est une pauvre invention technique assez rudimentaire. Mais enfin, on a trouvé que c'était... L'opinion publique n'a retenu que l'hologramme et pas un mot de ce que nous avons pu dire sur l'espace, la mer ou le numérique, qui était quand même non pas le prétexte de l'hologramme, c'était l'hologramme qui était le prétexte de tout ça. Mais depuis, nous avons gagné en autorité, en nombre, en puissance, et nous mettons cette puissance au service de l'esprit. Depuis peu, comme vous le savez, nous avons la présidence de la Commission des affaires économiques. Et la présidente de cette commission, Aurélie Trouvé, ancienne présidente d'Attac, se trouve être par-dessus le marché quelqu'un que l'espace intéresse. Et le sujet a fait partie de notre rencontre après qu'elle ait été élue, quand elle me consultait pour savoir quelles étaient, à mon avis, les questions qu'il fallait mettre à l'ordre du jour de cette commission. Je lui ai dit que nous étions plusieurs à penser que les questions de l'espace et de la planification spatiale étaient une des activités économiques oubliées, perdues, égarées entre les commissions, et qu'il s'agissait pour nous de les réunir dans un même lieu, dans un même faisceau. Alors évidemment, j'ai commencé par dire que l'espace
était d'abord une production de l'esprit humain, une production matérielle, une production sociale. Vous le prenez dans l'ordre que vous voulez. Parce que c'est une activité intellectuelle, ça devient une activité matérielle et ensuite une activité sociale, ou bien parce que l'esprit y pense, alors cela structure les relations sociales. Bref, l'étoile de Sirius s'est toujours levée comme elle l'entendait, mais il s'est trouvé qu'un jour, on s'est aperçu que ça correspondait à la crue du Nil, et depuis lors, Pharaon, tous les ans, est allé faire se lever l'étoile de Sirius, déclenchant par lui-même et la majesté de sa divinité la crue, et donc aussitôt l'arrivée des prêtres, l'arrivée des inspecteurs des impôts qui allaient mesurer les surfaces que la crue modifiait pour percevoir. Vous avez compris comment tout ça se tient, et se tient encore à notre époque. C'est la raison pour laquelle je crois que ce sera un très grand progrès que d'instaurer l'idée de la planification spatiale permettant à notre pays, qui l'est déjà, d'organiser son action de première puissance spatiale européenne. Le mouvement insoumis n'est pas un mouvement parasyndical. C'est un mouvement qui se préoccupe du futur, qui se préoccupe du destin commun de l'humanité, qui se préoccupe pas seulement des activités utiles ou réputées telles des êtres humains. C'est pourquoi je suis si fasciné de savoir que celui qui a tenu la permanence de cette préoccupation, notre ami Arnaud Saint-Martin, soit un sociologue et un spécialiste de quelque chose de très spécial, l'astronomie populaire. L'astronomie populaire est une des composantes de la capacité du peuple français, mais pas que de lui, mais en tout cas en France, de penser l'espace, de se l'approprier comme un bien poétique, comme un bien scientifique, et de participer à des activités de veille qui nourrissent directement la production scientifique et les autres activités. Je pense qu'il est temps que nous ayons, cher Arnaud, un comité insoumis de l'espace, et que je profite de cette circonstance pour appeler tous ceux d'entre vous qui veulent y participer à se rapprocher de lui à l'occasion de cette réunion, comme l'ont fait avec tant de disponibilité des scientifiques, des anthropologues qui nous ont aidés depuis le début, même s'ils n'étaient pas insoumis, d'ailleurs on a oublié de leur poser la question, mais seulement ils s'intéressaient au sujet et ils participaient avec nous à dissiper une illusion. Mesdames, Messieurs, il y a une prolifération dans l'espace. Quand nous avons tenu notre réunion, ce jour de Lyon, il n'y avait pas 8 expéditions sur Mars. Il n'y avait pas 10 000 satellites dans l'espace proche qui nous approchent. Maintenant, ils y sont. Et je doute que ce soit pour faire du tourisme que les Chinois, les Japonais, les Américains se trouvent être en ce moment sur Mars. Et je doute que ce soit pour faire du tourisme que les Chinois aient pensé à installer, et peut-être vont y arriver les premiers, une base sur la Lune et poser déjà des objets sur la face cachée de la Lune. Il est introduit un robot, un lapin de jade, comme ils l'appellent, qui fait de l'observation. Et tous ceux qui sont en train de s'occuper de Mars, curieusement, tous la cartographie, explorent sa surface, mais aussi ce qu'elle contient. On a tous compris de quoi il s'agit. En effet, il y a eu un renversement de situation. Prolifération dans l'espace proche, augmentation du nombre des bases de tir spatial. Il y avait Kourou, il y avait celle des Chinois, il y avait celle des Russes, et il y avait celle des Américains. Eh bien maintenant, il y en a 2 en Europe de plus, l'une en Norvège, l'autre en Suède, d'où les Allemands, ces fauchetons, qui étaient censés participer au programme commun européen, vont faire leur premier tir depuis là-bas, alors que nous avons une base à Kourou. Mais l'esprit européen, dominant en toutes circonstances, ils tireront d'ailleurs par une start-up privée qui a immédiatement déclaré qu'elle agissait en toute souveraineté. Voilà, comme ça on a compris la musique. Nous en avons là, mais nous en avons une qui va s'ouvrir à Djibouti, et ce sera la première base de tir spatial africaine. Car l'Afrique, déjà, voit 17 pays qui sont impliqués. C'est le dernier continent qui est entré dans l'exploration spatiale et la question spatiale. Et 6 de ces pays ont fabriqué eux-mêmes des satellites. Pour l'instant, il n'y a pas d'industrie de lanceurs spatiaux africains, mais encore récemment, ce sont nos amis sénégalais qui ont fait des tirs. Et comme les Sénégalais ont accès à de nouvelles richesses, on peut penser qu'ils vont avoir les moyens de financer des programmes qui seront plus ambitieux. Alors, après cela, bien sûr, il est temps pour nous de nous interroger. Puisque nous sommes certains
que l'espace est la prochaine ère d'expansion de l'humanité. Que notre espèce animale, comme les cafards et les rats, prolifère partout où elle peut, y compris dans tous les aspects des biotopes possibles, ce qui a développé son intelligence. L'espace n'est pas forcément condamné ou n'est pas appelé à contenir et à devenir une activité purement humaine. Mais en attendant, nous sommes partis au-delà de notre biotope. Nous ne pouvons pas vivre dans l'espace interstellaire. Peut-être pourrons-nous vivre sur d'autres surfaces planétaires, mais nous ne pouvons pas vivre dans l'espace interstellaire. Donc nous sommes en train de sortir de notre biotope. Par conséquent, nous en sortirons comme êtres humains. Et à partir de là, deux principes vont s'opposer. Ce sont les principes qui sont en activité dans la vie humaine et dans la politique humaine. Dans la politique humaine, il y a des gens qui vont considérer que l'espace avant tout doit être utile, c'est-à-dire être un lieu d'appropriation. Et dans un premier temps, quand on y allait avec l'argent public, personne ne pensait à s'approprier quoi que ce soit, si bien que le droit était un droit qui définissait l'espace comme un bien commun. Res nullus, ça n'appartenait à personne. Et c'est ainsi qu'on a d'abord eu un traité en 1967, traité de l'espace, qui en faisait une propriété commune de l'humanité, refusait l'appropriation et refusait la militarisation. De la même manière, en 1979, il y a eu un traité sur la Lune qui, dès le départ, refusait l'appropriation et dès le départ, une série de pays qui pensaient peut-être préparer leur avenir ont refusé de le signer. Et devinez qui? Les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France, mais oui, la France. Mais vois-tu Arnaud, j'ai noté un détail tout à l'heure en préparant mon laïus de cet instant. La France a signé le traité, mais ne l'a pas ratifié. Camarades, vous êtes parlementaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh bien, vous devez faire une proposition de loi de ratification du traité sur la Lune. Il y a 17 pays qui ont signé ça. Il y en a un qui vient de s'en retirer. Vous avez tous compris à quoi correspond un retrait dans un domaine pareil. Si tu veux pas être dans le traité sur la Lune qui refuse l'appropriation, ça veut dire que tu as des idées sur la question. Le pays qui vient de s'en retirer, c'est l'Arabie Saoudite, qui en même temps démarre un programme spatial. Autrement dit, et à travers ces exemples que je viens de vous donner, la question de l'espace va transiter du res nullus, propriété commune, collectiviste, à espace privé avec appropriation privée par les puissances. Cela est vérifié par le fait que les États-Unis d'Amérique, qui sont toujours à l'avant-garde des mauvais coups, ont décidé de modifier leurs lois pour permettre l'appropriation privée de l'espace. Qu'ils ont fait une loi pour cela. Et que cette loi, après avoir été adoptée par le Congrès américain, en quelque sorte peut donner lieu à l'habituel usage que font les Américains de leur puissance, autrement dit, qu'ils peuvent décider, sans nous consulter, de ce que nous avons le droit de faire ou de ne pas faire, d'acheter ou de ne pas acheter à propos de notre travail dans l'espace. De ce traité est résultée l'idée qu'on pouvait s'approprier les ressources spatiales sur lesquelles on arrive les premiers. Et vous voyez très vite quelle conclusion va s'en tirer, j'y viens. En attendant, ils ont décidé ça, et des pays ont embrayé immédiatement, comme le Luxembourg, puissance spatiale notoirement remarquée, qui a décidé d'autoriser dans son droit la fructification et l'appropriation d'objets dans l'espace. Donc, si vous voulez trahir la loi humaine du bien commun, vous pouvez aller au Luxembourg, qui est déjà un paradis fiscal et qui, d'une manière générale, conspire contre l'intérêt général que nous connaissons et que nous défendons en Europe. Eh bien, vous pouvez le faire et y établir une société qui exploite l'espace et vous ne serez pas poursuivis. Tant que la loi commune s'appliquait, on pouvait en dire autant de la France. Mais voilà que, déduisant de cette loi américaine, les États-Unis d'Amérique ayant fait ce qu'il fallait pour cela, il s'est créé un traité Artémis qui regroupe un certain nombre de gens dont la préoccupation au départ était tout à fait louable, qui était de mettre en commun des moyens pour aller sur la Lune. Et vous savez ce que c'est, une chose en entraînant une autre. Voilà que ces gens-là se sont mis d'accord pour dire, non seulement on pourra aller sur la Lune, mais nous tombons d'accord, c'est le traité Artémis, pour dire que les objets qui sont dans l'espace
peuvent être appropriées. Autrement dit, que la loi américaine devient dorénavant la loi du monde. Mais ils n'ont pas dit que cela, mesdames, messieurs. Il y a bien des anthropologues dans cette salle, des sociologues. Vous savez comme moi que la propriété privée commence avec la barrière sur la propriété foncière. Il n'y a pas besoin d'aller chercher notre bon Jean-Jacques Rousseau pour s'en souvenir. Il suffit d'aller dans n'importe quel bouquin d'histoire qui vous raconte la transition entre le néolithique et l'ère post-néolithique, c'est-à-dire celle des villes et de la propriété. Eh bien, figurez-vous que dans le traité Artémis, il est dit que l'on a le droit de sécuriser les installations que l'on fera dans l'espace. Vous avez tous compris ce que ça veut dire. Sécuriser, ça veut dire j'arrive, j'ai trouvé un minéral qui m'intéresse, je le sécurise. J'installe autour des missiles, j'installe autour des bases matérielles de défense. Autrement dit, la militarisation de l'espace qui s'est faite sans crier gare, de l'espace proche, devient une perspective pour l'humanité tout entière. Ils vont exporter le capitalisme et le marché, ils vont exporter la guerre dans l'espace pour la propriété de ceux qui se trouvent dans l'espace. Ça nous plaît pas, c'est un fait. C'est la raison pour laquelle je crois que nous devons aussi, intellectuellement, je m'en remets à Arnaud de savoir si c'est la bonne formule parce que c'est lui le sociologue, et je me plierai à sa conclusion. Nous avons besoin d'une pensée qui, par un mot, désigne l'ensemble des activités qui concernent l'espace. Activités intellectuelles de pensée, philosophiques, sociologiques, anthropologiques, activités de production matérielle économique, activités, bref, de formation. Appelons-le l'anthropospace. Non pas parce que l'univers aurait vocation à devenir la propriété des êtres humains. Ce n'est pas le slogan ou le thème de la propriété que nous mettrons à l'ordre du jour, les insoumis. Ce que nous mettrons à l'ordre du jour, c'est la responsabilité des êtres humains devant leurs activités dans l'espace. Car il est aussi vain de croire que l'espace puisse devenir une poubelle sans conséquence qu'il l'était de croire que cette planète puisse devenir une poubelle sans qu'il y ait des conséquences. Comme nous n'avons réfléchi à rien quand il était temps de le faire, nous en sommes au changement climatique. Personne n'est capable de dire ce que le pullulement des activités humaines va produire dans l'espace. Ce que nous allons introduire comme insoumis, c'est l'idée que non, ce n'est pas le capitalisme qui est l'avenir de l'espace, parce que c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Parce qu'on nous dit, vous avez vu, depuis qu'il y a une entreprise privée, on rigole, SpaceX, eh bien vous voyez, ça y est, ça se développe, ça avance. Non, c'est depuis que l'État a cessé d'y investir, qu'elle a décidé de sang-froid d'investir sur SpaceX, qui s'est d'abord nourri beaucoup et d'abord d'argent public nord-américain. Parce que les Nord-Américains ont une possibilité qu'aucun autre État au monde n'a. Ils battent monnaie tant qu'ils veulent. Par conséquent, ils se payent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à la somme qu'ils veulent. Ils ont donc gorgé de subventions en passant des commandes à SpaceX qui lui a permis de développer la technique que n'importe quelle industrie d'État aurait été capable de mettre au point. Parce que M. Musk n'est pas un génie, il ne fait que découvrir des possibilités qui existent techniquement et scientifiquement. Par conséquent, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est par quels moyens il l'a fait. Et c'est vrai pour n'importe quelle activité humaine. Non, le capitalisme n'est pas l'avenir de l'espace. Non, la morale de l'appropriation et de la cupidité n'est pas l'avenir des activités humaines dans l'espace. C'est au contraire le principe de responsabilité. Eh bien, vous pouvez vous dire insoumis à propos de l'anthropospace si vous êtes d'accord pour penser que c'est la responsabilité qui est engagée la première plutôt que l'appropriation. Ceci posé, je viens de vous dire comment évoluer le droit. Mais il faut maintenant regarder sur ce traité Artémis, la France l'a signé. Vous vous rendez compte, vous m'entendez, vous m'écoutez. Nous avons signé un traité dans lequel nous sommes d'accord pour nous approprier l'espace et pour y installer des bases militaires. Nous, les Français. Quand avez-vous entendu parler de ça ? Jamais. Qui est la personne qui a été signée en notre nom et à qui je veux dire depuis cet instant, pas en notre nom? Pas un ministre, pas un responsable, pas un Premier ministre, pas le président de la République. La personne qui dirigeait les services de l'espace, je vais dire. Voilà ce qui s'est passé. Autrement dit, vous avez accepté, sans le savoir, un traité absurde dans lequel vous avez décidé que vous allez vous approprier à titre privé l'univers infini
Et ce qui a été signé, c'est un fonctionnaire qui, bien sûr, est respectable dans son activité, mais qui, dans cette circonstance, a procédé à un abus de pouvoir insupportable. Le peuple français n'a pas dit oui à Artémis. Et par conséquent, je pense que le moment venu, le peuple français saura dire non à Artémis, parce que nous ne sommes pas d'accord pour la propriété collective. C'est la raison pour laquelle la propriété privée, mais pour la propriété collective de l'espace. C'est la raison pour laquelle je disais à l'instant à mes camarades, faites le texte pour qu'il y ait la propriété commune de la Lune. C'est pas à cause de la Lune, c'est à cause du fait que vous rétablirez le débat sur la propriété collective de l'espace. Voilà pourquoi vous devez vous battre pour le traité de la Lune. Au début, on rigolera, tant mieux, ça attirera l'attention. Provoquez des polémiques, trouvez des mots au but, de manière à attirer l'attention de ceux qui ensuite vous traitent d'agités, d'excessifs, parce que c'est toujours nous les excessifs, hein. C'est jamais les autres, ça se sait. En tout cas, nous sommes les excessifs, parce que nous demandons que l'espace reste la propriété commune de l'humanité. Eux sont les modérés, alors qu'ils proposent d'aller faire la guerre dans les étoiles. Voilà la vérité du moment dans lequel nous sommes. Après cette question, je viens d'évoquer le droit, je viens d'évoquer les êtres humains, je veux évoquer la planification spatiale. Tout à l'heure, il se dira des choses plus brillantes que je ne suis en train de le faire sur le sujet. La planification spatiale, ça veut dire former une filière. Nous sommes la première puissance spatiale européenne aujourd'hui. Il va y avoir des concurrences, notamment avec objet de faire canner la base de Kourou et ce qui se passe là-bas. Mais peu importe. Nous avons un ensemble de moyens techniques, intellectuels. Il nous faut des lycées professionnels pour former les techniciens de l'espace. Les techniciens de l'espace, c'est ceux qui produisent les fusées, ceux qui produisent les lanceurs, ceux qui produisent les satellites. Nous avons besoin de techniciens dans les métiers qu'aujourd'hui on appelle chaudronniers et qui sont évidemment du réglage au micron des surfaces que l'on traite. Nous avons besoin d'ingénieurs. Il y en a aujourd'hui plusieurs milliers qui travaillent sur ces sujets et qui chaque année y sont transférés. Et les jeunes gens aujourd'hui ne sont plus d'accord pour faire n'importe quoi. Les élèves des écoles supérieures d'agronomie ou de l'industrie aéronautique. On dit, on est très heureux d'avoir le diplôme qu'on a, mais on vous prévient, votre agriculture, on la fera pas. Votre industrie, elle nous intéresse pas. Je leur demande de dire, l'espace que vous voulez ne nous intéresse pas. Nous ne nous intéresserons pas à l'espace pour faire la guerre ou pour nous approprier les surfaces de l'espace. Nous nous investirons pour le bien commun de l'humanité. Et une idée morale a toujours la force immense des idées morales, qui est au moins égale à celle des armées, comme cela s'est vu si souvent dans l'histoire de l'humanité. Nous avons besoin de la planification du développement spatial, besoin d'une filière professionnelle de l'espace, et nous avons besoin de développer sur chaque sujet la confrontation entre les deux points de vue, le point de vue collectiviste et le point de vue capitaliste. Prenons un exemple. Monsieur Elon Musk possède 60% des satellites qui tournent dans l'espace proche de la Terre. À l'instant, Arnaud Saint-Martin vient de vous dire que ça représente 85% de la masse qui s'y trouve. C'est à l'intérieur de cette faible couche que vont se développer bien des activités. Il l'occupe, il y crée le jour, la nuit, il rend inobservable depuis la Terre des tas de choses. Heureusement, nous avons James Webb, qui a franchi toutes les limites, est parti et a été tiré si bien, si juste, par la base de Kourou et les Français, qu'elle a gagné en réservoir des quantités qui vont augmenter sa durée de vie et son temps d'observation dans l'espace. Si j'ai cité les Français et la base de Kourou, il est vrai que d'autres pays fournissent des décalcomanies. On a le droit quand même un peu, c'est pas tous les jours, hein. Non mais attendez, moi je suis pas insoumis pour être triste et puis penser qu'on est les derniers de la classe, hein. Donc des fois j'en rajoute un peu pour vous faire bouger. Voilà. Bon, je reviens à la base de Kourou et au tir de James Webb. Ben alors, si je vous dis ça, c'est parce que ça prouve que nous maîtrisons cette technique. Il y en a plein dans cette salle, hein. Vous n'êtes pas malin, vous croyez que c'est facile de faire une fusée, que lorsqu'on compte un moteur, on démarre et boum, ça part. Non, parce qu'à l'instant même où ça commence à partir, ça fait ça. Et un machin comme ça, il monte pas dans l'espace. Et pouf, il éclate par terre. Voilà.
Donc c'est toute une technique de savoir tirer. Tout est une technique. Et toute technique est de la science. Toute science est du savoir. Tout savoir est une activité humaine. Voilà pourquoi nous sommes concernés par tout, y compris les zigzagous des fusées qu'on tire dans l'espace. Alors, opposer les deux visions. Saint-Martin m'a dit ça tout à l'heure. C'est tout frais dans mon esprit. Il me dit, regarde. Parce que je lui dis, alors comment on fait pour opposer? Donne-moi un exemple. Je ne sais pas tout à la fin. Bon, un exemple. Il me dit, regarde. L'autre, il tire ses satellites. Il a inventé un cargo, on va en mettre 1000 tonnes d'un coup. 1000 ou 100? 100, ouais, 1000. Oh là là, attends, bientôt on va transporter la pyramide au point où on en est avec mes histoires. 100 tonnes. Vous avez un machin qui démarre, et puis il ouvre la carlingue, et puis il balance des satellites. 100 tonnes comme ça. Jamais on avait imaginé un truc pareil. Donc ça va pas reculer. Mais figurez-vous que ce qu'ils vont lâcher dans l'orbite proche, c'est ce qui va retomber le premier. Durée de vie de tout ça, 5 ans. 5, 7. Allez, mettons 7. D'accord? Réfléchissez, les amis. 7 ans. Qu'est-ce que c'est 7 ans? À part un mandat présidentiel autrefois. 7 ans, c'est la durée de vie d'une bagnole. Autrement dit, la privatisation de l'espace et sa transformation en espace d'expansion capitaliste lui fournit un nouveau et gigantesque secteur d'accumulation. Comme la bagnole qui a été l'objet de la capitalisation au XXe siècle, l'occupation du proche espace dans la logique capitaliste est une zone d'accumulation extraordinaire. Et comme les techniques, toutes les techniques, ont permis de faire baisser le prix du kilo qu'on balance dans l'espace, je dis bien toutes les techniques, tout ce qui compose un satellite, tout ce qui compose un lanceur, les prix ont été divisés par 2 ou par 4. Il n'y a pas besoin d'aller chercher je ne sais où se trouvent les boosters du capitalisme. J'ai presque envie de dire, je préférerais qu'ils fassent ça que la guerre. Parce que pour l'instant, ce qu'ils ont prouvé, c'est l'économie de guerre pour relancer l'économie capitaliste. Mais nous aussi, nous avons besoin de boosters de l'économie, de l'intelligence, de la recherche. C'est la raison pour laquelle, à cette logique, 5 ans, 7 ans, nous en opposons une autre, les satellites géostationnaires. Et on les met beaucoup plus loin. Mais comme on les met beaucoup plus loin, comme on les tire, c'est Saint-Martin qui me l'a dit, a déjà une contestation au premier rang, ça dure là-bas entre 15 et 20 ans. Du point de vue de la logique du capital, pardon, je suis marxiste, mais la logique du capital, c'est l'accélération sans fin et le plus possible du cycle du capital. C'est sa loi interne, c'est son code génétique. C'est pourquoi le temps a raccourci depuis le XXe siècle, qui est la période d'expansion absolue du capitalisme, et pourquoi il raccourcit chaque jour avec cet instrument-ci. Eh bien, vous avez là 2 logiques. Si on fait des satellites et qu'on les met loin, ou si on les met près, c'est pas le même résultat du point de vue de l'accumulation capitaliste, c'est pas le même résultat du point de vue de la dépense. Voilà, je pense que ce petit exemple, c'est pas à moi de faire toute la réunion, de dire ce qui est. Je finis par ce qui vous concerne au premier degré. Voyez-vous, aujourd'hui, ce qui met en cause toute activité humaine, c'est la guerre. Il y a la catastrophe climatique, l'un et l'autre iront bientôt se tenant par la main. Et puis c'est la guerre. Il y a un enjeu de la guerre et de la paix dans l'espace. Les premiers traités n'acceptaient pas la militarisation de l'espace. La militarisation de l'espace, ça veut dire la capacité de tirer depuis l'espace sur la Terre ou d'avoir des activités militaires depuis l'espace sur la Terre. Ça veut dire depuis la Terre vers l'espace. Nous connaissons au moins 3 pays qui savent depuis la Terre détruire des objets dans l'espace, pour la raison qu'ils se sont fait prendre. Les États-Unis d'Amérique, ça vous l'aviez deviné. La Russie, c'est les derniers en date. On ne peut pas dire que c'était une merveille ce qu'ils ont fait. Ils ont en effet tiré depuis la Terre et pulvérisé un satellite. Cette pulvérisation a donné lieu au dégagement de toutes sortes de débris qui aujourd'hui occupent une partie de l'espace. Comme ils sont sur une orbite basse, on peut penser qu'on en sera rapidement débarrassé. Et puis il y a les Chinois qui l'ont fait aussi. Et puis il y a ceux qui savent le faire mais qui ne le disent pas. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Dont nous. Évidemment, les Français. C'est pas pour rien qu'on est à la pointe de toutes ces techniques. Donc on sait aussi faire ça. Mais on n'est pas censé le dire, on n'est pas censé le savoir. D'ailleurs, j'ai aucun moyen de vous prouver que ce que je dis est vrai. Aucun. La preuve, c'est secret. Donc voilà. Un secret, même quand on le dit, ça reste secret.
Voilà. Donc il y a un secret que je vous dis, militaire. Eh bien, vous pouvez dire, oh, tout ça, c'est de la science-fiction pour notre brave camarade Mélenchon qui lit Asimov. Non, parce que l'interconnexion entre la guerre dans l'espace et la guerre à terre, elle a eu lieu pour la première fois, pas dans des essais, mais dans un épisode de guerre spatiale en 2023. Il s'est tiré un missile depuis le Yémen, qui a été tiré pour passer au-delà de la limite des 100 km, à partir de laquelle s'arrête l'atmosphère terrestre. Avant de retomber, c'est pour ça qu'il s'appelle balistique, il retombe uniquement d'après les lois de la gravitation. Et quand il rentre dans l'atmosphère terrestre, il redevient un objet pilotable. Et en 2023, selon le journal Haaretz, israélien, et le journal Le Figaro, français, le pays Israël a pu détruire ce missile parti du Yémen et qui revenait sur Terre pour se protéger contre le fait que ce missile visait Israël. Donc, pour la première fois en 2023, nous avons eu un épisode de la guerre spatiale. Petit épisode, limité, mais c'est une première dans l'histoire de l'humanité. De la même manière qu'un jour, quelqu'un est venu avec une arbalète et s'en est servi à la place des arcs qui existaient jusque-là. De la même façon qu'est venu un jour quelqu'un avec un revolver et un fusil, ce que personne n'avait jamais vu jusque-là. Personne n'avait jamais vu jusque-là un missile qui passe dans la zone où il devient balistique être détruit dans la zone en question, c'est-à-dire au-dessus de l'atmosphère terrestre, puisque c'était le moment où il pouvait être détruit. La guerre, la paix sont directement impliquées, elles aussi, par la question de l'espace. Les Français doivent continuer à militer pour la démilitarisation de l'espace, comme un objectif politique, mais sans jamais céder à la naïveté de croire qu'ils y parviendraient seulement en le recommandant. Et il est certain que la capacité de nous défendre et de nous protéger est partie intégrante du fait que nous sommes capables de dire aux autres « faites ce que vous voulez si vous voulez, mais ne croyez pas qu'on vous laissera faire ». Voici ce qu'en tout cas nous ferions. Et je suis heureux de savoir qu'il y a dans les tables rondes tout à l'heure des spécialistes de la géopolitique de l'espace. C'est une question aussi décisive que celle de la géopolitique sur la terre ferme de notre bonne vieille planète. C'est décisif. Allez de l'avant, mes camarades, pour proposer, pour inventer, pour dire ce qu'il faut faire à des hommes politiques, car je ne sais pas combien de fois vous en trouverez qui s'intéressent à des questions aussi saugrenues comme je l'ai fait avec mon bon camarade Bastien Lachaud. Vous devez marquer le terrain pour qu'on comprenne que l'avenir commun est engagé par ça. Car évidemment, vous le savez, comme on est français, on est un peu héritier par la créolisation de nos chers amis et ancêtres gaulois. Personnellement, je suis moyennement concerné par les Gaulois et avoir quelques mines dans cette salle, je vois bien que je ne suis pas le seul. Mais enfin, les Gaulois ne craignaient qu'une chose, vous le savez, c'était que le ciel vienne à leur tomber sur la tête. Eh bien, je suis obligé de te dire, Arnaud et François et les autres camarades, que ça fait partie des risques dorénavant qui sont sortis de la mythologie gauloise pour entrer directement dans les problèmes contemporains. Merci pour votre attention.